Bonsoir et bienvenue dans notre chaîne YouTube Étudier Smart, chaîne dédiée à l'accompagnement des apprenants dans la préparation de leurs différentes évaluations et examens de fin d'année dans les disciplines Histoire, Géographie et ECM dont j'ai la charge dans cette plateforme. Je m'appelle M. Esso Félix, enseignant d'Histoire, Géographie et ECM comme je l'ai déjà dit, nanti de quelques années d'expérience, et j'ai été désigné pour vous accompagner dans l'apprentissage de la méthodologie et l'acquisition des petites stratégies pour permettre à chaque apprenant de mettre hors d'état de nuire tout sujet que l'on mettra devant lui lors des évaluations. D'ailleurs, un grand savant disait, je vais le citer, « Aucune armée, aussi puissante qu'elle soit, ne peut remporter une guerre sans méthode. » Aucune armée, aussi puissante qu'elle soit, ne peut remporter une guerre sans méthode. C'est la raison pour laquelle la maîtrise de la méthodologie est un atout important pour chaque apprenant. Nous sommes dans la suite logique de notre méthodologie en histoire. Dans les précédentes vidéos, nous avons parlé de la partie évaluation des ressources. Nous avons évoqué l'exercice 1 qui portait sur la question de cours soumise à l'apprenant qui dégage un problème que l'élève doit résoudre dans une production écrite avec un nombre de lignes bien calé. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez regarder la vidéo précédente. Dans une autre, on a également parlé des TD travaux dirigés qui portent sur le test de 6 à 10 lignes tronquées, c'est-à-dire dans lequel on a des informations fausses, plus précisément 4, que l'élève devait détecter et corriger pour ressortir les vraies informations et rétablir la véritable histoire. Puisque nous avions dit que le devoir comporte deux grandes parties, aujourd'hui nous allons aborder la deuxième grande partie qui est intitulée l'évaluation de l'agir compétent ou l'évaluation des compétences. Partie 2. L'évaluation de l'agir compétent ou des compétences. C'est pour dire que sur une épreuve, on peut voir soit l'évaluation de l'agir compétent, soit l'évaluation des compétences. Cette partie porte également sur 9 points. Bien. L'évaluation de l'agir compétent ou des compétences. Ici, on soumet plusieurs documents à l'appréciation de l'apprenant, entre 3 et 5, de nature différente, mais complémentaires, qui portent sur une catégorie d'action bien précise du programme, avec un thème bien précis. On ne peut pas prendre les documents de divers modules ou bien de différentes catégories d'actions pour monter ce devoir et le soumettre à l'apprenant. Non. On cible une catégorie d'actions qui regroupe des leçons qui se retrouvent généralement dans le même module et on met cela à la disposition de l'apprenant avec 3, comme je l'ai dit, ou 5 documents généralement de nature différente qui peuvent être des tests, des photos, des images, des graphiques, des cartes, etc. Maintenant, l'utilisation de ces documents est automatiquement soumise à la présence de 3 questions.
Cette partie, on va le dire, on peut le relever. Cette partie compte 3 questions, généralement. La première question, généralement, s'appuie sur les savoirs. La deuxième question porte sur les savoir-faire. Et la troisième question porte sur les savoir-être. Chacune de ces questions, en posant chacune de ces questions, on attend de l'apprenant la matérialisation d'une compétence bien précise. Quand on dit savoir, c'est une connaissance. On sait quelque chose. Par exemple, on sait que le relief est l'ensemble des inégalités du sol. Point. C'est un savoir. Un savoir-faire, c'est ce que l'on est capable de réaliser avec le savoir que l'on a. Le relief est l'ensemble des inégalités du sol. Le savoir-faire ici, c'est quoi? Puisqu'on sait que le sol est inégal, on doit savoir marcher. On doit savoir poser les pas. On ne va pas poser les pas de manière désordonnée sur une pente. On ne va pas poser les pas de la même manière sur une plaine comme sur une pente ou dans une vallée. C'est un savoir-faire. On utilise de manière efficace le savoir que l'on a dans son quotidien. Et le savoir-être, maintenant, amène l'apprenant à apporter un élément nouveau dans son comportement, dans son agir, en marchant différemment sur la plaine comme sur la colline. L'apprenant va apprendre une compétence dans son comportement. La prudence, par exemple. Il sera prudent. Il sait que le relief, c'est l'ensemble des inégalités du sol. Maintenant, le savoir-faire, c'est qu'il sait comment il doit marcher sur le relief en fonction du lieu où il se trouve. Et le savoir-être, c'est le comportement qu'il a développé avec la connaissance qu'il a su utiliser dans son quotidien. Ces trois questions, donc, on ne les répond pas au hasard. Il y a une méthodologie que l'on doit respecter. Ça va un peu rentrer dans ce qu'on a vu dans la première partie. Pour répondre à la première question, nous allons écrire ici, question 1. On doit voir, bien entendu, les différents éléments que nous avons vus dans la partie 1. On doit avoir un préambule, on doit avoir des idées, on doit avoir des explications et on doit avoir des exemples. C'est pour dire quoi? Chaque question doit respecter cette configuration. À la fin de chaque question, il y a un autre élément qui entre. On appelle la transition. On va à la question 2. On prend les mêmes éléments, on reprend. Préambule, idée, explication, exemple. L'élément qui vient, ça c'est transition 1. Ici c'est transition 2. On va à la question 3. On prend les éléments. Préambule. Idée.
explication et exemple. Le constat que nous faisons, c'est que nous avons deux transitions. À la fin, il n'y a pas de transition parce que nous avons seulement trois questions. Donc, entre les trois questions, on doit avoir chaque fois une transition entre la première et la deuxième et une transition entre la deuxième et la troisième. Donc, comme on le disait, si on donne un sujet, vous avez vu, on a écrit, on sait que généralement, on demande deux éléments. Voilà pourquoi on a dit idée au pluriel. Généralement, explication, exemple. Donc, la représentation sera la même. La présentation sera la même que la présentation que nous avons eue dans la première partie, la première question qu'on a appelée la réponse à un problème posé, une question que l'on soumet à l'apprenant, qu'il doit rédiger, un problème qu'on soumet à l'apprenant qu'il doit rédiger dans une production écrite. La production écrite là, c'est ça qu'on revient mettre ici, pour être sûr que l'on est compétent. On a acquis des compétences que l'on vient maintenant mettre ici. Il n'est pas question dans cette partie de citer les éléments. On peut prendre des exemples. On va revenir dans les détails avec les exemples beaucoup plus clairs. On peut dire, dans la première question, on va prendre au hasard. Présente deux causes de la première guerre mondiale. Et à côté, on met 3 points. Les 3 points là sont là-dedans. On peut prendre le préambule. On dit la première guerre mondiale a eu de nombreuses causes parmi lesquelles 2 points la course aux armements et la formation des blocs d'alliance. Ici, nous ne sommes que sur le préambule. On met là. Point. Nous ne sommes que sur le préambule. Maintenant, il faut entrer dans l'explication de chaque idée. La première idée, c'est quoi? La course aux armements. Je vais même écrire armement. La course aux, armements. C'est la première idée. On va écrire là. Idée 1. Et la formation des blocs d'alliance, idée 2. Dans la suite, on explique chacune de ces idées. Pour ce qui est de la course aux armements, on va mettre entre parenthèses idée 1
On a déjà touché la première idée. On va expliquer ce qu'on va dire là. Là, on va appeler explication. Je ne m'étale pas parce que nous allons revenir avec plus de détails dans les exercices. On va ensuite dire, on a par exemple, virgule, on sait qu'on est déjà entré dans la partie exemple. On a par exemple, on cite, point. On a fini avec la première idée. On va au niveau de la deuxième idée. Concernant la formation des blocs, on sait qu'on est dans l'idée 2. L'idée 2. Tout ce qui va suivre, on a le rapprochement entre les grandes puissances qui décident de s'associer pour aller affronter leur ennemi. On est dans les explications. Et comme exemple, on peut citer et comme exemple, on est dans les exemples, virgule, on peut citer, on va citer la triple alliance, on va aussi citer la triple entente. Voilà comment on développe. Donc, chaque élément respecte les idées-ci. Le préambule est unique, mais les idées qui vont être développées doivent respecter cette structure. Et nous avons eu à étudier cette structure dans les vidéos précédentes. À la fin, on fait une transition. La deuxième question peut demander les conséquences de la Première Guerre mondiale. La transition, on n'écrit pas transition, mais nous nous mettons pour qu'on se comprenne. Transition, c'est, on peut dire, ces différents mouvements observés ont entraîné de nombreuses conséquences. On a déjà fait la transition. Les mouvements qu'on a observés, c'était les causes. Ça conduit directement à la deuxième question qui porte sur les conséquences. Voilà ce qu'on appelle transition. Et elle est importante dans une phrase pour montrer que l'on est dans une suite logique. C'est la même chose avec toutes les questions. Maintenant, nous allons laisser vous observer d'abord. Nous allons nettoyer même ce côté. Pour vous parler de comment se passe la notation. On a dit que la question vaut 3 points. 3 points. Ils sont repartis ainsi, en critères. Le premier critère, c'est la pertinence. Le deuxième critère, c'est la correction. Le troisième critère, c'est la cohérence. Chaque critère porte sur un point. Qu'est-ce qu'on entend par pertinence? On va expliquer avec ce qui est au tableau. La pertinence, c'est quoi?
La question demande de présenter deux causes. La question demande de présenter deux causes. Cela veut dire quoi? Tout enfant, tout apprenant doit présenter les deux causes pour être pertinent. Ça veut dire quoi? La Première Guerre mondiale a eu de nombreuses causes, parmi lesquelles la course aux armements et la formation des blocs d'alliance. Lorsqu'on regarde ce qu'il a annoncé, est-ce qu'il a annoncé deux causes? Oui, il est pertinent, il a un point. On n'a pas demandé si les deux causes qu'il a annoncées sont justes. Non. On a tout simplement regardé. Est-ce que en annonçant son préambule, il a annoncé deux causes? On regarde, il y a une cause, il y a une deuxième, il est pertinent. C'est donc pour dire quoi? Tout apprenant qui va se contenter de définir ou bien de rappeler le contexte historique ou bien de faire étalage de ses prouesses pour aller se vanter à la fin qu'il va montrer à l'enseignant qu'il n'est pas n'importe qui. Et il n'annonce pas ça. C'est vrai, il n'est pas n'importe qui, il est un embrouillé. Tout simplement. C'est un embrouillé. Il ne peut pas dire la Première Guerre mondiale a eu de nombreuses causes. Point. Il n'est pas pertinent. On a demandé deux. Il n'a pas ressorti les deux causes qu'on attend. C'est ça la pertinence. Maintenant, la correction regarde si les causes qu'il a évoquées sont vraies. Si les deux causes évoquées sont vraies, on considère que dans la correction, il a compris. Et qu'il a développé, c'est aussi vrai, parce qu'il pouvait dire la Première Guerre mondiale a eu de nombreuses causes, parmi lesquelles les pertes en vies humaines et la destruction des infrastructures. Il aura le point sur la pertinence, parce qu'il a donné deux éléments. Mais maintenant, sur la correction, il aura zéro, parce que les éléments qu'il a donnés ne sont pas bons. Et pour ce qui est de la cohérence, c'est la logique. Quand on trouve, on est logique. On ne peut pas rater et être logique. Cela veut donc dire que la cohérence dépend de ces deux autres éléments. Un candidat ne peut pas dire, on peut poser une question, un candidat dit, j'ai mâché mon biscuit avant de l'avaler. C'est logique. Un autre vient et dit, j'ai avalé mon biscuit là avant de mâcher. Certes, ils ont utilisé les mêmes mots, mais un est logique, l'autre n'est pas logique. Il ne peut pas avaler avant de mâcher, mais il peut mâcher avant d'avaler. Donc, la compréhension de ces différents éléments est importante. Elle est capitale. La pertinence. Est-ce que le candidat répond à la question qui lui a été posée? Oui, un point. La correction. Est-ce que les éléments que l'apprenant donne sont justes? Oui, un point. Automatiquement, si c'est juste, ça veut dire qu'il est logique. Il aura un point. Mais il n'aura pas de point ici s'il n'est pas logique. Il n'aura pas la totalité des points ici s'il n'est pas explicite. Ce n'est pas à l'enseignant de venir imaginer ce que tu vas développer. Mais c'est à toi de laisser l'enseignant découvrir, de voir ce que tu es en train de développer. N'oublions pas que lorsqu'on parlait du premier exercice, on a dit que le préambule, c'est une phrase percutante. C'est une phrase que lorsque le correcteur lit,
il est content et il a envie de poursuivre la lecture. On peut prendre les exemples. Vous avez souvent eu à regarder les films. Je prends toujours cet exemple. Il y a les films quand on écrit les sept dragons de Shaolin. Chacun veut regarder. Les 7 dragons de Shaolin. Le titre est percutant. Chacun veut regarder. Vous voyez un autre film. Le porte-monnaie de Marie-Louise est tombé dans le taxi. Voilà le titre d'un film. Chacun va chercher à zapper. Ça, mais on va dire le porte-monnaie est tombé. Ça fait quoi? Et pourtant, les 7 dragons de Shaolin, on dit, ah, on va regarder. On ne zappe pas. C'est la même chose avec le devoir. Quand le préambule est attrayant, l'on a envie de rester sur la copie parce qu'elle est agréable à lire. Mais quand le préambule n'est pas attrayant, il n'est pas digeste. Et cela irrite même parfois le correcteur. Donc l'apprenant doit être pointilleux là-dessus. Nous allons entrer dans les explications en détail lorsque nous allons faire les exercices. Bien. Il y a un autre élément essentiel qu'on appelle là le perfectionnement. Un autre élément essentiel que l'on appelle le perfectionnement. Il est noté sur 2 points. Auparavant, le perfectionnement dont était appelé présentation. Les 2 points là sont répartis ainsi qu'il suit. On a la propriété, la lisibilité et les transitions. On a bien dit et les transitions. Propriété, demi-point, lisibilité, demi-point, transition, demi fois 2 égale à 1 point. Donc, ne disons pas que les transitions sont facultatives. Elles comptent sur 1 point. Bien. Les amis, nous voici arrivés au terme de notre étude de la méthodologie de l'évaluation de l'AGI compétent en histoire au second cycle. Donc, il est important pour chaque apprenant de réviser ces éléments dans les détails pour être armé et savoir déjà ce qu'il doit faire à l'examen. Parce que certains vont dire, ce n'est pas obligatoire, on peut faire comme on entend. Non. Le respect de ces éléments est un avantage pour chaque apprenant. Si vous avez donc aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker et de partager pour permettre à plusieurs de vos camarades de profiter également de ces explications. Merci et à la prochaine pour une autre vidéo.